Eh bien, bonsoir. Je suis très heureuse de vous avoir là ce soir. Et Max Partésana en particulier, puisque Max était là avec Michel Butor l'année dernière. Et nous avons passé des moments merveilleux avec Michel ensemble. Et nous avons donc cette grande émotion depuis quelques semaines, l'absence définitive de Michel. On ne s'y attendait pas du tout. Et alors voilà, tout arrive, toutes les belles choses ont une fin. Et comme Max me disait tout à l'heure, il a eu une très belle vie. Et ça, on peut s'en réjouir et on peut aussi le souhaiter à nous tous. Et nous sommes dans la galerie avec une exposition d'Ola Fidali qui est là et auquel je parlais tout à l'heure de sa merveilleuse maman que je suis en train de lire, Zoé Oldenburg, et qui a eu aussi une très belle, extraordinaire vie, un peu difficile. Et nous avons aussi Hervé qui arrive à Bordeaux, qui est encore un jeune éditeur, avec une poète que je viens de publier. Et nous avons un philosophe et poète, Jean-Marc Fournier, et des amis, et notre grand ami, toujours fidèle pour nous lire les plus beaux textes à la galerie, Jacques Pater. Je lui laisse la parole, et c'est un très joli moment pour moi et pour nous tous. Allez. Alors, j'ai voulu associer dans cet hommage Yves Bonnefoy, qui nous a quittés un mois avant Michel. Et c'est donc deux grandes plumes qui se sont envolées. Des œuvres, leurs ouvrages sont immenses. Ils ont écrit. Michel a plus de 2000 livres. Yves Bonnefoy, c'est pareil, il a écrit une somme incroyable. Ils ont des traits communs aussi. Ils ont été tous les deux professeurs à Genève. Michel plus longtemps. Yves Bonnefoy, 3 ans, je crois. Ils sont tous les deux amoureux fous des arts, de la peinture, de la musique. Ils ont écrit des livres sur... Ils ont un point commun aussi avec les États-Unis. Ils ont vécu aux États-Unis, ils ont été profs aux États-Unis, dans des universités. Ils ont un regard sur les États-Unis qui est très... Voilà, enfin bon. Et puis ils avaient 4 ans de différence. 93 pour Yves et 89 pour Michel. Donc c'est une belle jeunesse qui s'en va, quoi. Alors je commence... Je vais peut-être alterner une fois Yves, une fois Michel. Mais je vais commencer chronologiquement par Mobile de Michel, un extrait de Mobile qui a été la rupture avec le nouveau roman, qui a été, parce qu'on lui parle que du nouveau roman, c'est comme si on parlait de Léonard de Vinci que de la Joconde, hein, alors qu'il a une œuvre immense d'architecte, de poète, j'en passe. Bon. Et Michel, c'est un peu ça, il a écrit 4 romans et on en parle encore. Et il a écrit 2000 livres à côté sur l'art, sur la poésie. Donc voilà, Mobile, c'est la rupture avec le nouveau roman. Ah, ils ont été surréalistes aussi tous les deux. Enfin, ils ont fréquenté le surréalisme. Ils l'ont quitté assez vite, mais donc ça reste un peu dans leurs écrits, je trouve. Les Noirs. Oh, je vais mettre un peu de musique pour m'accompagner, je me sentirai moins seul. Patience. C'est du Philippe Glass. Ça ne peut pas faire de mal. Les Noirs. 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 Noirs, noirs, des noirs. Il est noir. Très noir. D'un beau noir.
N'est-ce pas une statue d'ébène? Elle est à peine noire. À la voir, on ne dirait pas qu'elle est noire. Mais elle est noire. Une épaule, un bras, un poignet noir ruisselant. Sous le pantalon qu'il soulève pour se gratter, un genou noir ruisselant. La peau noire grumeleuse de son cou. Le téton noir, mais d'un autre noir sur le sein noir. Le noir de son ventre, par l'ouverture de son corsage déboutonné. Le noir à l'intérieur de son ventre, sous sa jupe cette cuisse noire, une chevelure crépue de noir, ces énormes tresses noires, d'où les tient-elle? Métissées d'Indiens? Cet ouragan de cheveux noirs, le cerveau noir du wagon-restaurant, le valet noir du wagon-lit, les porteurs noirs sur le quai de la gare, le chauffeur noir du taxi, le porteur noir en livrée devant l'hôtel, un noir ivre-mort. C'est un bistrot pour noirs, c'est une église pour noirs, c'est une école pour noirs, c'est un quartier de noirs. Dans le Parthénon de Nashville, les noirs qui regardent ces sculptures blanches, c'est l'arrivée d'un prédicateur noir. Dans le Parthénon de Nashville, les noirs qui regardent ces chevaux blancs, sans doute une nouvelle secte noire. C'est un baptême de noir, encore un nouvel enfant noir. Noir, vieux, servile, noir, jeune, arrogant. Les sourcils blancs des vieux sur leurs yeux noirs, des cheveux blancs sur leur front noir, une langue rouge qui sort d'entre leurs lèvres noires, des dents blanches qui brillent dans leur bouche noire, ils sentent noir. Leurs yeux brûlent noirs. Même quand ils n'ont pas l'air noirs, ils sont noirs. Ils sont encore plus noirs que le noir. Ils avaient des chaussures noires à boutons noirs, des guêtres noires à lacets noirs. Ils avaient des pantalons noirs à reprises noires. On leur donna des chapeaux noirs à rubans noirs. Leurs pasteurs noirs à Bible noire. Leurs prêtres noirs à soutane noire. Notre religion si blanche, comme ils ont réussi à la rendre noire, dans leurs églises peintes d'un blanc plus noir que le noir. Nous leur avons appris à écrire, pris d'un accès de bonté d'âme, et ils se plaisent à se tacher d'encre. Tous les livres pour nous se sont teints de noir. Les couleurs ont commencé à fleurir sur leurs chemises, mais le mot couleur s'était mis à vouloir dire noir. Ça, c'est dans sa période américaine, bien sûr. Je vais boire un petit coup. J'ai fui Paris. J'ai fui. Il fallait fuir. À chaque instant que je passe ici, le paysage me répète « il fallait fuir ». Il fallait mettre entre elle et moi ce mont Sandia déchiqueté, ces gradins de plateaux déserts, ces lents fleuves boueux dans le quadrillage de culture, ces bois, ces ravins, ces plages, cette écume, ces courants et ces migrations, ces changements d'heure et ces récifs, ces quais, ces jardins, ces étangs. Mais je vais revenir. Ce n'est pas la peine d'insister, je sais bien que je vais revenir. Tu sais bien que je n'arriverai pas à te résister bien longtemps. Je suis comme un plongeur qui reprend une respiration. Il ne me reste plus que quelques mois d'espace. Oh, Mont Sandia. Oh, lave, pueblos et pistes. Comme je serais dévoré d'impatience de vous revoir, comme de revoir tant de lieux cloutés en moi. Et pourtant, air que je bois à grandes goulées qui m'enivrent, délicieusement épicé par la fumée des feux de pin pignon, rien, pas même toi, élixir, or respirable, rien, je le sais, je m'en lamente, je m'y résigne, rien ne sera capable de me retenir. Je reviens. Avec une sorte de honte et de dégoût d'avance, je reviens. Et je sais bien
qu'un immense plaisir trompeur va m'envahir, et que je n'essaierai même pas de lutter contre, pas entièrement trompeur, bien sûr, je disais cela dans un dernier sursaut d'indépendance, et que l'exaspération s'amassant peu à peu, j'aurai bientôt toutes les veines chargées de ton poison, Paris, et qu'il me faudra te fuir, Paris, et je te fuirai. Mais je reviendrai. C'est pour te faire boire que je reviendrai. Tous les voyages que je fais dessinent ta palpitation. Et c'est pour toi que je respire ici. Et c'est pour toi que je te fuis ici. Et c'est pour toi que je te hais ici. Ça aussi, c'était quand il était aux États-Unis. Ah, ça, c'est tiré de Illustration numéro 3. Ça s'appelle Le Toit. Sur le sable, je dessine une maison complexe et retirée, une chambre pour mon ami, notre projet de société, des ailes pour nous emporter, une forêt pour nous cacher, un rocher pour nous instruire, une rampe pour nous diriger, une terrasse pour nous y bercer, une cave pour nous désaltérer, un jardin pour nous enivrer, ses regards pour me décider, sa poitrine pour me transporter, son ventre pour m'y enfoncer, ses lèvres pour me secourir, ses paumes pour me guérir, ses ongles pour me labourer, son silence pour m'ensemencer, ses paroles pour me moissonner, son calme pour m'y rajeunir. Je vais lire un peu de Yves Bonnefoy pour changer, un peu d'alternance. Voilà, Yves Bonnefoy. Hopkins Forest. J'étais sorti prendre de l'eau au puits, auprès des arbres, et je fus en présence d'un autre ciel. Disparues les constellations d'il y a un instant encore. Les trois quarts du firmament étaient vides. Le noir le plus intense y régnait, seul. Mais à gauche, au-dessus de l'horizon, mêlé à la cime des chênes, il y avait un amas d'étoiles rougeoyantes, comme un brasier, d'où montait même une fumée. Je rentrai, et je rouvris le livre sur la table. Page après page, ce n'étaient que des signes indéchiffrables, des agrégats de formes d'aucun sens, bien que vaguement récurrentes, et par-dessous une blancheur d'abîme, comme si ce qu'on nomme l'esprit tombait là, sans bruit, comme une neige. Je tournais cependant les pages. Bien des années plus tôt, dans un train, au moment où le jour se lève entre Princeton Junction et Newark, c'est-à-dire 2 lieux de hasard pour moi, 2 retombées de flèches de nulle part, les voyageurs lisaient, silencieux dans la neige qui balayait les vitres grises, et soudain, dans un journal ouvert à 2 pas de moi, une grande photographie de Baudelaire, toute une page, comme le ciel se vide à la fin du monde, pour consentir au désordre des mots. J'ai rapproché ce rêve et ce souvenir quand j'ai marché, d'abord tout un automne dans les bois où bientôt ce fut la neige qui triompha, dans beaucoup de ces signes que l'on reçoit contradictoirement du monde dévasté par le langage. Prenait fin le conflit de 2 principes, me semblait-il. Se mêlaient 2 lumières, se refermaient les lèvres de la plaie. La masse blanche du froid tombait par rafales sur la couleur, mais un toit, au loin, une planche peinte, restée debout contre une grille, c'était encore la couleur, et mystérieuse comme un qui sortirait du sépulcre et, riant « Non, ne me touche pas »,
dirait-il au monde. Je dois vraiment beaucoup à Hopkin Forest. Je la garde à mon horizon, dans sa partie qui quitte le visible pour l'invisible par le tressaillement du bleu des lointains. Je l'écoute à travers les bruits, et parfois même l'été, poussant du pied les feuilles mortes d'autres années. Clair dans la pénombre des chênes trop serrés parmi les pierres, je m'arrête. Je crois que ce sol s'ouvre à l'infini, que ces feuilles y tombent sans hâte, ou bien remontent, le haut, le bas n'étant plus ni le bruit, sauf le léger chuchotement des flocons qui bientôt se multiplient, se rapprochent, se nouent, et je revois alors tout l'autre ciel. J'entre pour un instant dans la grande neige. L'alchimiste de la couleur. Il s'était persuadé que, de même qu'on peut produire de l'or à partir des métaux les plus ordinaires, de même on peut transmuter les couleurs, ces minéraux de l'esprit, en l'équivalent de l'or, la lumière. Il se mit donc au travail. Il mêla les couleurs les plus diverses, mais ce n'était jamais que du gris, cette boue qui en résultait sur la planchette de bonne taille, bien lisse, qu'il avait voulu pour ses expériences. Jours, puis années de recherche. Les nombres les plus singuliers empruntés à Pythagore, aux platoniciens, aux kabbalistes, proportionnèrent les quantités de bleu, de rouge qu'il proposait au vert, au jaune safran, à l'indigo, mais en vain. Les terres les plus rares furent broyées, et tout aussi bien les plus grossières, les eaux les plus pures, mais parfois aussi les plus troubles, de celles où l'on voit des irisations passer, rapides comme des rêves, lavèrent ses erreurs, contredirent ses désespoirs, mais en vain, toujours. Les couleurs avaient beau se rencontrer, s'imprégner l'une de l'autre, des palettes de bois, voire les pinceaux les plus fins, ceux qu'on emploie pour farder le bord des paupières, pour approfondir le regard, avaient beau les fondre aussi patiemment, aussi intimement que possible, jamais rien n'y filtrait de cette lumière qui ferait du panneau de bois un miroir, et même, pensait l'alchimiste penché sur l'œuvre, bien davantage. Car la lumière du monde n'est qu'un reflet de la véritable, n'est-ce pas? Même le plein midi n'est qu'une ombre. Du gris, infiniment du gris. À chaque fois que le travail cessait, que les yeux anxieux prenaient recul, questionnaient. Du gris, bien qu'à des moments cette ombre se fît très blanche, comme une éclaircie entre deux averses. Un matin, toutefois, le chercheur obstiné, mais qui vieillissait, qui se lassait, qui en venait même parfois à s'interrompre pour plusieurs jours, laissa tomber d'un flacon une goutte d'une couleur de plus sur le mélange inutile. Et son attention, qui avait faibli, fut soudain requise. Il ressentit, sans savoir encore pourquoi, la brusque poussée d'une espérance. Et c'est peut-être parce qu'à côté de ce peu de rouge, très sombre, très saturé, une valeur claire avait paru, par contraste, ce qui faisait croire à comme un reflet dans la boue de l'autre couleur, l'indécise. Il ne se souvint pas, plus tard, de ce qu'il pensa ou imagina en cette minute, mais après quelque hésitation, il avait placé à proximité de la tache rouge un peu de jaune safran. Puis il s'éloignait du panneau, maintenant posé debout contre un mur, et, fermant à demi les yeux, regardait les deux couleurs côte à côte. Dieu sait pourquoi, lui revenait à l'esprit un champ qu'il avait vu, trempé d'eau un soir au soleil couchant, et qu'il avait troublé par les deux couleurs qui s'y heurtaient dans les ombres. Et en hésitant encore, il plaça auprès des deux qu'il avait déjà une troisième couleur, un bleu, peut-être à cause des pierres qu'il avait vues dans le ruisseau qui, au bas du champ, recueillait l'eau de ses flaques. 3 taches maintenant, qui se touchent presque. Et d'elles monte un rayon qui n'est pas le gris de la matière remuée en vain, mais
pas non plus tout à fait le simple soleil qui ourlait le champ au premier jour. Nous retrouverons l'alchimiste quelques semaines plus tard, explorant fiévreusement ses apports du contraste des couleurs aux irisations du fond gris, aux flaques du clair et du sombre. Sa conviction, désormais, c'est qu'à des moments, ce contraste s'enfièvre, s'intensifie, comme si pesait sur lui la force d'une lueur, peut-être d'un feu, qui chercherait par sa voix à pénétrer la matière. Et il en est venu à penser que ce n'est pas du mélange, tout matériel, des couleurs, mais de leur juxtaposition qui les unit à plus haut niveau que naîtra un jour brusquement peut-être la déchirure, l'éclair. Et voici enfin, mais des années ont passé, qu'il a terminé sa tâche. Le rayon brille avec mystère. Il brûle en paix dans le vaisseau de son grand œuvre, ce panneau de bois qu'il garde depuis longtemps dressé contre le mur devant lui. Et nous regardons par-dessus son épaule avec sympathie. N'a-t-il vraiment fait qu'étudier des rapports de ton, de valeur ? Il nous semble que nous avons sous nos yeux l'évocation assez libre d'un champ de maïs ou de tournesol, avec un ruisseau au soleil couchant, ou bien c'est un marais. Les touffes d'une fleur jaune y sont envahies d'une eau bleue. Venons-nous d'assister à un grand moment de l'histoire de l'esprit, celui où l'alchimiste de la couleur aurait inventé la peinture de paysage ? Il a pris le tableau dans ses mains. Il va le poser sur un petit tas de pierres, car nous sommes dehors, faut-il le dire. Il y a longtemps maintenant qu'il travaille devant sa porte, près de ces pierres noircies comme par des sacrifices. Et c'est là aussi que ce chant commence, qui se perd à son autre bout en cette minute, dans les nuées pourpres du soir. Il pose le tableau, il prend recul, une fois de plus, mais satisfait maintenant, heureux. Puis il se retourne. 3 anges sont là, debout, qui le regardent en souriant. L'un a une robe rouge, un autre une robe bleu-gris. Le troisième est enveloppé d'un jaune safran un peu plus intense et mobile. « Qui êtes-vous » leur demande-t-il. « Nous sommes la terre » répondent-ils. « La terre que tu crées. Nous venons nous asseoir auprès de toi sous la tonnelle. Offre-nous du pain et du vin. Nous avons à parler longtemps, mon ami, avant que la nuit ne tombe. » On va revenir voir le petit Michel. Ah, je vais prendre, tiens, Octogénaire, que Michel a écrit et que Cécile a publié. C'est amusant parce qu'après, j'ai su qu'il avait écrit un livre, il avait un peu plus de 80 ans après, qu'il a publié ailleurs et qu'il a appelé 16 lustres. Celui-là, ruissellement d'ombre. Le soleil commence à descendre vers l'horizon très clair. Un effleurement de ténèbres douces bruit dans la vallée, flaques transparentes, larmes de résine soulignant les traits sur les prés, les rues, les murs, les écorces, les tables servies, les livres qu'on lit, les pages écrites, les lits entr'ouverts, les bateaux fendant les eaux des rivières, les cheveux, les mains, les bras, les poitrines, genoux et nombrils, pistils et sourcils, précipitation, silencieusement la marée montante
la germination. Le soleil descend dans le ciel sans nuages, les arbres s'allongent, traversant les routes, les ponts, les clôtures, clochers de dentelle, couvrant les maisons, grilles dessinant raies sur le gravier, degrés de fraîcheur après le pressoir et l'étouffement de l'après-midi, pétales de rose tombant une à une, figurant des îles sur l'océan d'herbe, délivrant parfum, l'appel du voyage, une inondation, une contagion, un rideau qui roule entre les signaux d'un village à l'autre, d'hier à demain. Le soleil poursuit sa descente vers l'horizon marin, projetant les voiles des bateaux qui rentrent vers le port bruyant, chants dans les tavernes, tintements de verre, la bière épaissie coule sur les quais, aiguilles d'horloge. Le phare marquait le gel des minutes. C'était toujours l'heure, et sa sonnerie. Mais on ne savait laquelle, un suspens, où tout s'arrêtait. La ronde a repris chacune des bornes touchées tour à tour d'un doigt grandissant, sans hésitation, une hémorragie, une cataracte. Le soleil se couche, le temps s'accélère. On veut déguster toutes les bouchées, on veut caresser les plus beaux projets. On veut s'enivrer de chaque gorgée, on veut démêler les cheveux du soir, repasser les plis sur les draps de cuivre, on veut parcourir la carte du tendre, on veut s'enfoncer dans la nuit propice en enregistrant les respirations, transfusion de sève, dialogue des ruines, la surabondance, la toute misère, les yeux engloutis où on veut déchiffrer les runes du vent. Changement de... Toujours Michel. Le théâtre. La façon dont la représentation jaillit au détour d'une virgule. Un coup de pinceau, c'est le prince qui s'avance, et dans un monologue splendidement entortillé vient nous raconter son amour contrarié pour la fille du roi des Indes. La machinerie se met en branle. Un rideau descend des cintres, brodé d'esturgeons pourpres et de balistes bigarrés. Nous comprenons que la scène se passe au fond des mers. Les deux amants, par conséquent, ne respirent pas le même élément. Comment feront-ils pour se rejoindre? Un monstre passe en ricanant. Un enchanteur s'active près de ses fourneaux où un feu pétrifié froid fait chauffer ses cornues sans troubler les eaux environnantes. De l'orchestre parviennent des remous de guitare, des frislis de hautbois. Une divinité descend assise sur une coquille. Elle propose au prince de lui changer son corps. Ce sera une opération longue et difficile. Son père, le roi, sa mère, la reine, viennent le supplier de renoncer à ce projet. Sa voix légère, sur la tresse des objurgations, fait sonner sa décision inébranlable. Pleurant, toute la cour, avec les poissons dignitaires, assiste à l'érection du lit chirurgical. Des infirmières à longues nageoires procèdent à l'anesthésie. Le prince chante une aria déchirante avant de s'endormir sous le masque. C'est la fin du premier acte. Les spectateurs s'agitent et se demandent comment tout cela va tourner. La différence de style qu'il y a dans la variété chez ce monsieur. Itinéraire. Ah oui, c'est beau, les bibliothèques. Itinéraire, les bibliothèques. Je ne sais plus dans quel recueil, c'est dans Avant-goût. Ça, c'est 1984, on arrive. Les bibliothèques. Rangés dans leur casier comme des bouteilles, les volumes fermentent à l'intérieur de la grande cave aux lampadaires doux sur les fronts ridés ou bouclés qui se penchent dans le déchiffrement de leurs annotations. Par ici, les dictionnaires, l'espalier des langues. Dans cette galerie, les cristallisations des sonnets et des haïkus,
la joaillerie des ballades. On ouvre une grille et c'est la haute salle de lecture avec ses verrières qui répercutent les somnolences, les feuillettements, les émerveillements. Comme une vrille de volubilis, la longue phrase s'entortille autour de la rambarde qui longe les balcons des romans fleuves avec leurs péniches de famille. Héritage, d'affrontements, d'effondrements, d'écœurements et de baisers. Plus loin, les rayons de l'histoire naturelle avec les herbiers, les flores, les oiseaux, s'envolant quand on tourne les pages, virent autour des colonnes de fer, effleurent les crânes et reviennent dormir dans leurs volières de cuir ou de toile. Les rugissements des fauves et le passage des poissons devant ces fenêtres d'aquarium. Quelques marches et voici les bibles enluminées sous leurs vitrines, les recueils d'estampes avec trompettes, chimères, désastres et caprices, les albums avec leurs introductions et détails en noir ou en couleur. Puis, on débouche sur les atlas, les guides, les horaires, les photographies des pays lointains. À nous les oasis, les archipels, les icebergs, les palétuviers, l'alcool des traductions, le parfum des originaux. Une porte semblable à celle d'un coffre-fort mène aux manuscrits, dont les paraphes et les accents se retournent dans leurs draps tranquilles, surveillés par leurs infirmières chuchotantes qui les aèrent et les caressent. Certains ont des chambres particulières avec divans, fauteuils, bibelots, microscopes et lanternes de projection. Et l'on pourrait continuer jusqu'au laboratoire où l'on fait avouer les palimpsestes, les encres de sympathie. On développe les clichés, où l'on analyse les fibres, on décolle et recolle, tranche, baigne, recoue, reconstitue dans un virevoltement perpétuel de paragraphes et de signatures, avec le tintement des éprouvettes et les fustigations des machines à écrire. Délices de ces appartements, de ces suites à pupitres et miroirs, monte-charge, tapis roulants, enregistreurs et décodeurs, tapisseries et garde-manger. La laine des siècles s'y amasse en nuages de phylactères sentencieux. Et tout en bas, les fichiers, les ordinateurs, les cliquettements des bobines, les sas pour le profond hangar où l'on nourrit les satellites beaux-parleurs, l'observatoire des échos. Transit, là, on est en 92, c'est extrait de Transit dans le tourbillon parisien. Ça, c'est un souvenir, c'est autobiographique, ça. Hein. Je crois que ça doit se passer pendant si je me souviens, pendant l'occupation, peut-être. Il était jeune homme. Je vais boire un petit coup. Noctambule. C'était le temps des ombres sur les trottoirs, des enseignes lumineuses intermittentes, des inscriptions géantes au-dessus des gouttières, des dernières feuilles de l'automne se collant sur les réverbères et les cabines téléphoniques, des projecteurs tournant dans le ciel, des ronflements d'avions et sifflements de haut-parleurs sur le grincement des autobus, des taxis freinant au stop et redémarrant au vert, avec leurs phares jonquilles et les rubis de leurs lanternes arrière. C'était le temps des cinémas avec leurs guichets, la monnaie rendue, les queues et les conversations sur le temps, la famille ou la une des journaux, traînement et tapage de semelles, photographie de quelques scènes, annonce des programmes suivants, les cendriers où jeter la cigarette à peine commencée, les tickets déchirés, les portes capitonnées, les ouvreuses, les marches, les fauteuils articulés, dossiers dans lesquels on s'enfonce et cale, et, entre les épaules et oreilles des rangées précédentes, les rochers du Far West, l'écume de la mer, les périls de la jungle, les bas-fonds de Chicago, les toits de Paris, la gravitation dans l'espace, les châteaux écossais, les cités médiévales, Pharaon, long baiser, empereur de la Chine et mauvais garçon au grand cœur. C'était le temps des menus polycopiés à la porte des restaurants, d'où s'échappait la vapeur odorante et le bruit des couverts au passage de tous les clients,
avec la buée qu'effaçaient sur les vitres quelques serviettes ou mains nues, parfois baguées, pratiquant des lucarnes pour sonder la nuit, et au travers desquelles nous apercevions les assiettes encore vides, les bouteilles débouchées, les verres à demi pleins. C'était le temps des terrasses encagées de verre avec brasero, des marchands de marrons chauds avec leurs cornets de papier journal, des fourrures entassées sur les porte-manteaux, des bières débordant sur leurs ronds de carton, des infusions, des croque-monsieur, des parties de cartes, d'échecs ou de billard, discussions sur le prochain gouvernement, l'urbanisme, l'avenir du monde, caresses furtives, confidences, puis disparition dans la nuit. C'était le temps des ruelles obscures où l'on se faufile entre les véhicules garés sur les trottoirs et les rideaux de fer baissés aux opercules éteints, les frôlements le long des palissades, écharpes au vent, les excuses, les interrogations, les regards, les hésitations, les chaleurs brusques, les déceptions, la fatigue montant dans les jambes, les pieds brûlants, le dos douloureux, la gorge sèche, les mains dans les poches et le nez glacé. C'était le temps des vitrines de fleuristes, chrysanthèmes pour la Toussaint, poinsettias pour Noël avec couronne de houx et de gui, sapins enrubannés, enguirlandés, blanchis, les halles d'antan avec leurs monceaux de choux-fleurs, les plumes des faisans, les soies des sangliers, les écailles des dorades, la dernière vendeuse de roses enveloppée de papier cristal ou de bouquets de violettes qui viennent de l'hémisphère sud, louvoyant de table en table et d'un carrefour à l'autre. Les diamants, vrais ou faux, scintillant sur leur présentoir derrière les grilles munies des systèmes d'alarme les plus perfectionnés. Fouettés par une soudaine averse glaciale, une bourrasque de grésil ou de neige remuant de vieux prospectus et faisant se retourner dans un frisson le clochard ronflant sur une grille du métro, serrant son litron. C'était le temps du retour dans l'étroite chambre à peine chauffée sous les toits. Le livre saisi à pleine main comme pour y puiser toutes les compensations et toutes les clés, mais qui tombaient des doigts engourdis avant la fin de la première page, et l'on sombrait dans le sommeil en apercevant les lugubres lueurs de l'aube, car on avait oublié de tirer le rideau et l'on oubliait d'éteindre la lampe. On était étudiants alors, au seuil de tout. La ville était notre savane, et nous l'arpentions sans répit pendant des heures, maigres, tourmentés, tâchant de nous délivrer de notre candeur comme d'une rage de dents, nous imaginant que notre jeunesse durerait toujours, le regrettant presque. Vous me dites si vous en avez marre. Un adolescent charbonneux. J'ai eu 17 ans le 14 septembre 1943. C'était la guerre, et plus précisément l'occupation, dont on ne savait nullement quand elle finirait. Le couvre-feu, la pénurie, le froid qui reviendrait l'hiver tel qu'il nous faisait déjà frissonner en pleine fin d'été. Je venais de passer mon bac de philo, je m'apprêtais à préparer sans enthousiasme le concours d'entrée à une impressionnante et sarcastique école. J'étais dans de drôles de vacances moroses, comme on avait parlé de la drôle de guerre. J'étais maigre, timide, plutôt sale. Je recherchais les coins solitaires pour méditer, pourtant rien au fond ne m'effrayait tant que la solitude. Voulant être ailleurs tout en étant proche, j'étais toujours loin tout en restant là. J'étais naturellement tourmenté par mon sexe, cherchant dans toutes directions comme une boussole affolée, de par mon éducation d'enfant sage un peu sournois. J'étais comme le jeune roi des Indes noires aux 1001e nuit. La moitié de mon corps glacé de vénéneux marbre noir. Peu de livres, pour ainsi dire pas de revues. Le mensonge,
l'ignominie partout, pire qu'aujourd'hui, oui, décidément, pire que même aujourd'hui. En cette affreuse fin de siècle où tant d'espoir s'écroule dans les arrangements des marchands de canons. Je me cachais de mes compagnons de bagne pour bricoler maladroitement, à défaut des ailes d'Icare, avec l'encouragement d'un complice ou deux, un frêle radeau de phrases, afin de nous glisser sous les chaînes mortelles tendues de rive en rive. Qu'est-ce qu'il y avait? Il avait écrit autre chose. Ah non, c'est là-dedans qu'il a écrit. Il a écrit dans ton ouvrage, dans quelque chose que je trouve terrifiant, qui s'appelle « En attendant l'accalmie ». C'était, je présume, la guerre d'Irak. Et donc c'est encore d'actualité, malheureusement. On n'a qu'à mettre la Syrie à la place. Bon. Ça s'appelle « En attendant l'accalmie ». C'est le printemps. Le vent de sable gêne l'avance des armées. Des nouvelles contradictoires viennent de tous les horizons. Bombardements de nuit en nuit sur la ville des 1001. Haroun al-Rachid, écorché, croise l'ombre de Saladin. Les vivres viennent à manquer. L'eau s'est tarie dans les fontaines. Très loin, les administrateurs, dans leurs bureaux climatisés, rédigent des communiqués en étudiant les statistiques, cherchant comment minimiser les durs dégâts collatéraux, tandis que les soldats ruissellent dans la plaine entre les deux fleuves, tremblant de peur et de fureur, en songeant à leur bien-aimé. Pourtant, c'est vraiment le printemps. Par ici, on est étonné de la douceur, presque l'été quand on descend dans la vallée. Les arbres sont déjà fleuris dans mon village. Pas encore, dans mon village, pas encore, ce sont les tout premiers bourgeons. Dans les prés et au bord des routes, des violettes et primes verts et des crocus dans les jardins. Épidémie, effondrement des compagnies et des monnaies, on découvre des trous béants comme des cratères de bombes dans maintes comptabilités. Il nous faut de nouveaux milliards qu'émande-t-on aux assemblées pour financer la guerre éclair qui se traîne dans la fumée. Les fleuves sont teintés de sang. Demain tarde bien à venir. On nous parle d'après-demain. On nous exhorte à la patience à travers les bruits des rafales, et nous n'arrivons pas à voir comment fleurira le printemps dans les jardins de Babylone. Pourtant, sans doute, une tulipe resplendira sur un balcon avant de perdre ses pétales. Dans quelques semaines, peut-on espérer que les hôpitaux retrouveront quelque silence et que les draps seront changés pour les blessés et les fiévreux, que des infirmières souriantes pourront leur apporter à boire, leur soulevant un peu la tête en donnant les médicaments capables de les soulager, et que les soldats survivants s'interrogeant sur leur destin et tout ce qu'on leur fait croire et tout ce qu'on leur a fait faire, épouvantés et harassés, pourront retrouver le sommeil et le chemin de leur famille, qu'elle soit de l'autre côté de la mer ou tout simplement dans un village très voisin, où tout sera méconnaissable, où il faudra tout reconstruire, recommencer l'irrigation et planter à nouveau des arbres, pour que dans les printemps prochains, il y ait des fleurs et des fruits, qu'il y ait des moissons l'été, et que l'on puisse de nouveau, sur la terrasse, au clair de lune, chanter les amours des anciens, et regarder à la télé les pays au-delà des mers, les nouvelles tours de Babel, les tempêtes dans leur désert, la guérison de leurs blessés, leur dialogue dans leur jardin, espérant que de leur côté, ces soldats rentrés au pays regarderont sur leur télé ce que l'on devient par ici. Dans le pardon, mais sans oubli, nous réveillerons-nous enfin, découvrant quel soulagement un véritable nouveau monde aux énergies inattendues, où les milliards circuleront parmi tous les faubourgs des villes pour couronner par nos voyages
les recherches qu'ont commencé les astronomes de Chaldée. Hein? On arrête là? Un bonne foi. Comment? Un bonne foi? Un bonne foi. Un dernier bonne foi? Ah bah alors le bonne foi, voilà, qui donne le titre à cet ouvrage que vous trouverez chez Gallimard. Comment? Les planches courbes. Aïe! L'homme était grand, très grand, qui se tenait sur la rive près de la barque. La clarté de la lune était derrière lui, posée sur l'eau du fleuve. À un léger bruit, l'enfant qui s'approchait, lui tout à fait silencieusement, comprenait que la barque bougeait contre son appontement ou une pierre. Il tenait serré dans sa main la petite pièce de cuivre. « Bonjour, monsieur !» dit-il d'une voix claire, mais qui tremblait parce qu'il craignait d'attirer trop fort l'attention de l'homme, du géant qui était là, immobile. Mais le passeur, absent de soi comme il semblait l'être, l'avait déjà aperçu sous les roseaux. « Bonjour, mon petit, » répondit-il. « Qui es-tu » ? « Je ne sais pas, » dit l'enfant. « Comment tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas de nom ?» L'enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom. « Je ne sais pas, » dit-il à nouveau assez vite. « Tu ne sais pas? Mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait signe, quand on t'appelle. » On ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas quand il faut rentrer à la maison? Quand tu as joué dehors et que c'est l'heure pour ton repas, pour dormir? N'as-tu pas un père, une mère? Où est ta maison, dis-moi? Et l'enfant de se demander maintenant ce que c'est qu'un père, une mère ou une maison. Un père, dit-il, qu'est-ce que c'est? Le passeur s'assit sur une pierre près de sa barque. Sa voix vint de moins loin dans la nuit, mais il avait eu d'abord une sorte de petit rire. Un père? Eh bien, celui qui te prend sur ses genoux quand tu pleures et qui s'assied près de toi le soir lorsque tu as peur de t'endormir pour te raconter une histoire. L'enfant ne répondit pas. Souvent, on n'a pas eu de père, c'est vrai, reprit le géant comme après quelques réflexions. Mais alors, il y a ces jeunes et douces femmes, dit-on, qui allument le feu, qui vous assoient près de lui, qui vous chantent une chanson. Et quand elles s'éloignent, c'est pour faire cuire des plats. On sent l'odeur de l'huile qui chauffe dans la marmite. Je ne me souviens pas de cela non plus, dit l'enfant, de sa légère voix cristalline. Il s'était approché du passeur qui maintenant se taisait. Il entendait sa respiration égale, lente. « Je dois passer le fleuve, dit-il. J'ai de quoi payer le passage. » Le géant se pencha, le prit dans ses vastes mains, le plaça sur ses épaules, se redressa et descendit dans sa barque, qui céda un peu sous son poids. « Allons, dit-il, tiens-toi bien fort à mon cou. » D'une main, il retenait l'enfant par une jambe, de l'autre, il planta la perche dans l'eau. L'enfant se cramponna à son cou d'un mouvement brusque, avec un soupir. Le passeur put prendre alors la perche à deux mains, il la retira de la boue, la barque quitta la rive. Le bruit de l'eau s'élargit sous les reflets, dans les ombres. Et un instant après, un doigt toucha son oreille. « Écoute, dit l'enfant, veux-tu être mon père ?» Mais il s'interrompit aussitôt, la voix brisée par les larmes. « Ton père? Mais je ne suis que le passeur, je ne m'éloigne jamais d'un bord ou de l'autre du fleuve. Mais je resterai avec toi au bord du fleuve. Mais pour être un père, il faut avoir une maison, ne comprends-tu pas? Je n'ai pas de maison, je vis dans le jonc de la rive. Je resterai si volontiers auprès de toi sur la rive. » « Non, dit le passeur, ce n'est pas possible. Et vois d'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est la barque. C'est que la barque semble fléchir de plus en plus sous le poids de l'homme et de l'enfant qui s'accroît à chaque seconde. Le passeur peine à la pousser en avant. L'eau arrive à hauteur du bord, elle le franchit, elle emplit la coque de ses courants, elle atteint le haut de la
de ses grandes jambes qui sentent se dérober tout appui dans les planches courbes. L'esquif ne coule pas, cependant. C'est plutôt comme s'il se dissipait dans la nuit. Et l'homme nage maintenant. Le petit garçon toujours agrippé à son cou. « N'aie pas peur, dit-il. Le fleuve n'est pas si large. Nous arriverons bientôt. Oh, s'il te plaît, sois mon père, sois ma maison. » « Il faut oublier tout cela, répond le géant, à voix basse. Il faut oublier ces mots. Il faut oublier les mots. Il a repris dans sa main la petite jambe, qui est immense déjà, et de son bras libre, il nage dans cet espace sans fin de courants qui s'entrechoquent, d'abîmes qui s'entr'ouvrent, d'étoiles.